Voici l'épisode 317 avec Xavier et Sébastien présents pour partager leur veille web et tech. En plus ou moins 60 minutes, on parlera d'Internet des objets et de feux de forêt, de messagerie privée qui divulgue des informations, de Google, une fois de plus, dans le collimateur de la Commission européenne. À votre bon cœur, amis tweetos, j'ai presque envie de dire. En tout cas, c'est ce que vous pourrez bientôt nous gratifier de pourboire en Bitcoin, paraît-il, sur le réseau donc du Moineau Bleu. On en discute dans ce numéro, évidemment, comme de plein d'autres choses. Merci d'avance pour vos pouces levés, les étoiles, les abonnements, etc., etc. Bonne écoute. Bonjour Xavier, ça prend son retour depuis... Ouh là là, Xavier, on l'a pas vu pendant tout l'été, il a bien bronzé. J'ai bien bronzé, oui, effectivement, malgré quand je suis parti en vacances, il n'y avait pas beaucoup de soleil, et je découvre la super intro que tu nous as faite pour cette nouvelle saison, avec plaisir. Voilà, et donc il est toujours jaune, hein. Il a bronzé, mais il est toujours jaune. Hein. Ouais. Il est un peu porté sur sa gauche, il devrait se mettre un petit peu sur sa droite. Un peu comme ça, un petit peu comme ça. Un peu plus droite, l'autre droite. Voilà. Et Sébastien, quant à lui, on t'a vu cet été, toi, Sébastien. Donc, il y a 15 jours, j'étais là. Oui. C'est ça, voilà. Il y a 15 jours, t'étais là, donc voilà. On enregistre donc le 318e épisode. Évidemment, il y aura un bonus à venir dans les jours qui viennent. Enfin, tout dépend évidemment quand vous écoutez cet épisode 318. Si vous voulez bien, je vous propose de directement attaquer avec la première lettre. Ça a marché. Je suis très fier de moi. Ceux qui ont suivi l'épisode précédent savent qu'on a eu quelques petits problèmes techniques. C'était des ajustements de début de saison, on va dire. On commence avec la lettre C comme crypto. Et c'est Sébastien qui s'y colle pour parler de menaces. Alors, de nouveau, là, c'est mes yeux, donc je vais directement te donner la parole et je vais agrandir mon écran pendant que je te donne la parole, Sébastien. Et comment tu fais pour agrandir ton écran ? Je veux ça aussi. En tirant. C'est génial. En tirant. Très fort sur les coins. Je tire très fort sur les coins et voilà, c'est une technique. Exceptionnel. Je vais essayer. Donc oui, effectivement, on est sur la SEC. Alors c'est amusant comment ça s'est passé historiquement et alors après vous allez comprendre. Donc la semaine passée, vous avez eu dans le podcast le fait que le Salvador s'est lancé à corps et à cri dans le Bitcoin. Donc voilà, ça c'est fait. Et évidemment, la communauté a réagi assez positivement. Le Bitcoin, tout était au vert. Ça faisait quelques temps, depuis mi-août, ça commençait à remonter gentiment. Et puis c'est là que, étrangement, tu vois, sorti de nulle part, parce qu'on en avait peu parlé, même si ça semble être un petit peu plus ancien, mais on n'en avait pas parlé du tout. La SEC annonce qu'ils allaient attaquer Coinbase en justice. Évidemment, ça n'a pas spécialement plu au marché, et c'était la grosse dégringolade directement sur les marchés, 20-30% dans les dents. Sur quoi ils veulent attaquer Coinbase en justice. Coinbase, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des plus gros échanges de crypto. Il y en a d'autres, mais d'autres ont encore plus de problèmes. En général, Coinbase, je pense que c'est la première fois qu'on entend parler de lui en justice, parce que les mecs sont assez, introduits politiquement, ils sont toujours assez propres, ils essayent vraiment d'avoir quelque chose d'institutionnel, qui a pignon sur rue, et pas un échange dont personne ne connaît les actionnaires. Ils sont en bourse, que ce soit aux États-Unis, en Europe aussi, donc le truc est quand même assez costaud. Et ici, ils se font embêter sur 2 points. Le premier, c'est effectivement que tu gagnes des intérêts en ayant des coins, et là, c'est apparemment la SEC trouve que le stacking, de la manière dont sur certains coins sur le stacking, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau financier, en tout cas que ça doit être régulé et que le Coinbase n'a pas les autorisations pour en l'état. Il faut savoir qu'ils sont toujours aussi pour le moment en train de se casser les dents avec le XRP. La SEC, ils attaquent vraiment à tout va depuis que c'est l'administration Biden. Et ce qui embête vraiment, le deuxième point qui embête le plus Coinbase et vis-à-vis de la SEC, c'est le principe de faire du prêt. C'est-à-dire tu vas acheter des coins stables où tu sais que ça va pas s'éclater parce que c'est adossé à du dollar, de l'euro. Ici c'est majoritairement du dollar. Et le fait de le prêter aux gens te donne des intérêts. D'accord.
Et ça, ils n'aiment pas trop parce que ça fait effectivement fortement concurrence au système bancaire actuel qui, lui, a toute une série de sécurités, d'autorisations et ils disent, OK, si tu fais ça, tu dois avoir une série de garde-fous. Alors, sur le fond, je peux pas leur donner tort. Si tu dis à des gens, tu vas te mettre tes petites économies, on va te donner 4%. Je pense que tout le monde a envie de le faire parce qu'aujourd'hui, sur ton compte en banque, tu as 0,0%. T'as pas loin. T'as des frais. Donc, je comprends que la population aurait envie de le faire et donc il faut une certaine sécurité là-dessus. Donc, sur le fond, je suis assez d'accord. Sur la forme, j'ai un peu l'impression que ça servait un peu d'agenda pour juste au lancement du Salvador en disant tu viens de lancer le Bitcoin, t'inquiète, on va lancer 2-3 trucs, ton cours il va s'éclater. Et ça s'est vraiment éclaté. Donc, je suis pas que je suis paranoïaque, mais tu vois, parfois un petit peu quand même. Ouais. Je sais pas ce qu'on pense, Xavier, qui avait. Moi, je t'entends pas, Marc. Tu ne m'entends pas. Oui, j'ai peut-être que j'ai baissé le son. Voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être que tu as touché à ton bouton. Il faut pas toucher à ton bouton. J'ai touché le mauvais bouton parce que j'avais un retour trop fort. Merde. Maintenant, c'est chez chacun d'entre vous qu'il va y avoir des couacs de début de saison. Je sais pas ce qu'on pense. Retour sur cette info. Xavier, tu avais préparé le sujet El Salvador qui avait déjà été traité par... Oui, mais en fait... Effectivement, par rapport aux manipulations de cours, etc., c'est sûr qu'il y a beaucoup d'instances qui voient ça d'un très mauvais œil et les institutions bancaires et plusieurs pays qui veulent se protéger et absolument garder le contrôle sur leur monnaie, qui essayent de démonter très fort ce type d'initiative de certains pays. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des levées de boucliers de part et d'autre. Et par contre, j'ai trouvé Seb très généreux quand il disait qu'on avait encore quelque chose comme pourcent d'intérêt, puisque souvent maintenant on est même sur des intérêts négatifs dans certaines banques. Donc. Là tu l'as monté, faut aller haut quand même. Ce qui est particulier, c'est que les frais égalent les intérêts au jour d'aujourd'hui. C'est toujours la même chose. C'est quand on te dit voilà, vous avez eu autant de centimes et on va vous les reprendre tout de suite parce qu'on a eu des frais, vous savez. Et donc voilà, c'est vrai que bon voilà, l'argent ne rapporte plus, en tout cas pas sur nos comptes. Donc ça on le sait tous, et donc tout le monde cherche un petit peu des solutions de placement et bon les crypto-monnaies en est une des solutions, et c'est peut-être la plus aventureuse quelque part des solutions, surtout quand on n'a pas les compétences requises, et Dieu sait qu'on a déjà mis tout le monde en garde dans des épisodes précédents et dans des hors-séries concernant les investissements en crypto-monnaie. Il faut quand même un petit peu s'informer, et quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme, il faut vraiment bien s'informer, parce que si déjà la bourse de manière globale, traditionnelle on va dire, c'est déjà pas toujours très très simple à comprendre, alors là vous en avez pour votre argent, presque j'ai envie de dire, avec les cryptos. Il faut rappeler quand même. Oui. Il faut rappeler quand même aussi que, parce que quand on lit la news, c'est pas toujours précisé, le Salvador ne passe pas à la monnaie unique au Bitcoin. Le dollar reste accepté, ça reste un moyen de paiement, et donc voilà, il y a une alternative qui est le Bitcoin, mais c'est pas la seule possibilité là-bas. On est bien d'accord. Parce que certains j'ai entendu dans des médias traditionnels, ils se mettaient le doigt dans l'œil jusqu'au coude, et ils annonçaient que voilà, ils avaient adopté les crypto-monnaies comme étant la monnaie du Salvador. Ne regardez pas, ne tenez pas compte des informations données par des oiseaux. Dans une émission qui porte un nom d'oiseau. J'en dirai pas plus. Une émission belge, évidemment, vous n'avez pas dû supporter ça. C'est un truc à voir avec Twitter ? Non. On n'est pas des oiseaux. Oui. Alors, enfin, bref, on passe à la suite. On a fait le tour de la question. On passe à la suite. On va en forêt, des oiseaux, après forêt, F comme forêt, l'IoT, l'Internet des objets, au service de la lutte contre la déforestation par les incendies de forêt. C'est Xavier qui nous en parle. Ouais. On part en balade en forêt avec Aurélien qui nous a posté cette petite news qui m'a intéressé, puisque ça parle d'IoT, qui est un domaine qui m'intéresse moi fortement. Alors la news tombe à un moment où on parle beaucoup de désastres écologiques, avec tout autour de la planète un montant record d'incendies qui ont été liés
directement ou indirectement au réchauffement climatique dans plusieurs pays. On a vu des incendies en Russie, en Grèce, Sicile, Algérie, etc. La NASA a d'ailleurs vu via ses satellites que la Terre, le 8 août, a battu tous les records d'incendies simultanés, avec 187 000 incendies simultanés, alors que le précédent record était de 50 000 en septembre 2020. Donc on a plus que triplé ce triste record. Et pour lutter contre ça, ou en tout cas pour prévenir ce genre d'incident, c'est une société française qui s'appelle Kerlink, qui est spécialisée dans l'IoT, qui a fait un partenariat avec Netop Technologies, qui est elle une société néerlandaise, et qui ont développé le premier système de prévention des incendies de forêt qui est basé sur l'IoT, donc l'Internet des objets. C'est basé sur un protocole qui s'appelle le LoRaWAN. LoRa, pour rappel, ça vient de Long Range, donc c'est une technologie qui va permettre en open field, donc en terrain nu, d'atteindre des portées genre de 15 km. Donc on peut facilement atteindre en tout cas plusieurs kilomètres de portée, et donc c'est tout à fait adéquat dans ce genre d'utilisation, et c'est combiné à une capsule qui va contenir et enregistrer plusieurs paramètres ambiants tels que l'humidité, la température, le niveau de CO2, la concentration de composés organiques volatiles dans l'air, grâce aux capteurs qui sont intégrés, et tout ça va être combiné à une intelligence artificielle qui va détecter les incendies probables, et évidemment en mesurant ça et en communiquant ça grâce au protocole qui permet d'envoyer ça à distance, on va pouvoir prévenir ou lutter plus efficacement contre les incendies de forêt. Donc voilà, c'est une utilisation intéressante de la technologie, je trouve, dans ce cas-ci. C'est pas bête, hein. À mon avis, ils sont pas les seuls à avoir eu cette idée. C'est juste pas possible. C'est une très très bonne idée, mais on est rarement seuls, comme on dit, à avoir une bonne idée. Je doute fort qu'ils soient les seuls à l'avoir eu sous cette forme ou sous une autre. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Oui, alors j'ai une petite question. Tu vas dire c'est encore une connerie, mais est-ce que le moteur de base de données qu'ils utilisent derrière, c'est Firebase? D'accord, ok. Tu vois, il y a des choses, tu te dis, peut-être, ouais. Tu vois, si. Oui, et peut-être hébergé chez OVH aussi, tant qu'on y est. Oui, à Strasbourg, oui. Tu vois, oui, pourquoi pas. Avec un port Thunderbolt. Par exemple. Ou sinon, une remarque intelligente pour donner le genre. Une remarque intelligente. Oui, moi je me demande quand même. Alors, dans la détection, je trouve ça effectivement c'est sympathique, c'est une première étape. Mais quand tu vois tous ces Canadair qui déplacent toute l'eau, ou ces pauvres pompiers qui vont éteindre les incendies, c'est nettement plus dangereux pour les pauvres pompiers. Je me dis que pour éteindre même les incendies, est-ce qu'on n'a pas des choses à inventer avec les drones? Alors effectivement, après, un drone, s'il fait de l'air sur l'incendie, c'est peut-être pas génial. Mais il y a peut-être d'autres moyens. Attiser l'incendie, tu veux dire, pour attiser... Oui, pour terminer, pour que le truc comme ça, quand tout est brûlé, c'est fini. Chapeau aussi aux pilotes de Canadair, parce que tu dis, ils sont un peu tous, enfin je pense qu'ils sont tous en danger sur ce genre d'opération. C'est quand même pas donné. D'autant plus qu'avec l'air, je vais pas t'apprendre un truc, l'air chaud ça monte. Et donc ça crée des turbulences. Et donc je pense que ton drone subira tout autant les turbulences que les Canadair et autres avions. Oui, mais si tu prends pas un drone qui vole, tu prends un drone qui marche. En tout cas, il doit y avoir moyen de faire quelque chose qui rampe, qui marche, qui roule, qui fait tout ce que tu veux. Mais en tout cas pour essayer de transporter la flotte. Ouais. Voilà, après, t'es pas obligé d'avoir de gros drones, tu peux avoir plein de petits drones qui sont certainement plus efficaces qu'un gros truc. Comme le Canadair, parce que le Canadair, c'est large, quoi. Bah oui, mais ici, il est plus question, je pense, Xavier, dis-moi si je me trompe, mais de prévention. Oui, c'est ça, la prévention, donc de repérer un départ d'incendie avant même qu'on voit la première fumette depuis un point d'observation. On sait déjà que ça commence à sentir le roussi dans un petit coin. J'imagine que ça va être de plus en plus efficace, et qu'au départ, on va détecter un départ d'incendie, et donc c'est déjà très bien, puisqu'on va pouvoir le limiter, et peut-être que effectivement, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir vraiment prévenir ou surveiller des zones qui sont particulièrement susceptibles de démarrer un incendie, quoi. Oui, et puis en croisant l'information avec des informations de terrain, météo, force du vent, sens du vent, humidité, etc., etc. Donc, question con, mais
à partir de satellites, c'est trop large que pour pouvoir voir qu'il y a un petit truc qui déconne. Parce que surveiller un territoire, c'est pas... peut-être une question de coût. Non, mais la différence, c'est que le satellite, il va pouvoir mesurer une température au sol, il va pouvoir avoir une vision du terrain. Mais ici, il y a des capteurs qui permettent de mesurer des données qui sont locales et que donc un satellite va pas pouvoir relever. Des émanations ils ont repris de gaz, etc. Oui. Ils ont repris le principe du canari qu'on tapait dans la mine, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Des canaris virtuels. Voilà, des canaris connectés. Donc tu as ton drone, mais il vole pas. Oui, ils auraient dû appeler ça canari, effectivement. C'est comme si tu avais un drone, mais il est dans une petite cage. Je dépose le nom, c'est bon. Mais en plus, on avait, sans déconner, on avait déjà parlé de ça, enfin pas de ça, ce sujet-là, mais de pigeons qui transportaient des capteurs pour calculer. Je sais pas si c'est toi qui avais parlé de cette news il y a déjà très très longtemps de ça, Sébastien, où on équipait des pigeons de capteurs. C'était un petit coup marketing de la part d'une start-up pour aller repérer les zones de pollution des grandes villes, etc. Ils avaient fait un test à Londres et à Paris, si je ne dis pas de bêtises. L'idée, c'était de mettre en avant l'idée d'un capteur qu'on accroche sur un sac et qui analyse en permanence l'état de l'air et donne des informations à une base de données. Et puis tout ça est renvoyé vers une application. C'est un peu la même idée, hein, sauf qu'ici, on est dans quelque chose de plus pointu. C'est des situations plus particulières, quoi. Donc, moi, je trouve ça pas mal. Moi, j'aime bien. Mais si t'envoies le pigeon à l'incendie de forêt, t'auras du pigeon rôti quand même, hein. Oui, mais ce qui apparemment est très bon, hein, mais je n'ai jamais voulu goûter. Je me demande si on mange à sa faim avec ce truc. Enfin, bref. Manger du pigeon. C'est pas qui mange du pigeon dans nos auditeurs. Bonne fois. Si vous mangez du pigeon, n'hésitez pas à nous dire. Mais moi, j'ai toujours entendu traiter le pigeon de rat des villes, de rat volant des villes. C'est moyen, quoi. Enfin bref. On peut passer à la suite. Avec la lettre G comme Google, Sébastien, on parle de Google encore en ligne de mire de la commission. Tu vas nous expliquer encore de quoi qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont alors, fait. D'abord, on monte un petit peu le son des baffles, et puis maintenant on peut vraiment lancer le truc. Ok Google, il va se prendre un procès. Voilà, tous nos éditeurs sont en train de tirer la tête. Oui, c'est ça. Ah merde. C'est ça. C'est le mien qui se lance. T'es les prix qu'ils croyaient prendre. C'est notre pigeon. Ouais. Voilà. Donc ça marche. Oui. Et t'as tous les autres Google, parce qu'il y en a 2-3 dans la maison qui sont en train de répéter. J'ai pas compris. De se répliquer. Et en bout de course, ça termine par. Je vais vous raconter une blague. Connerie. Raconte une blague avec un pigeon. Et donc effectivement Google va se prendre un petit retour de flamme de la part des institutions européennes, parce que les institutions européennes considèrent que c'est un monopole avec 4 milliards de devices en 2020 et enfin bref, un truc monstrueux en nombre de devices, et majoritairement aujourd'hui c'est Google qui est dans le truc, mais il n'y a pas que, hein, t'as quand même de l'Amazon qui marche très bien avec de l'Echo, t'as du Siri, etc. Et alors on n'est pas spécifiquement sur les périphériques vendus par Google, mais plus sur la technologie de l'assistant au niveau du téléphone. Et donc la commission enquête en se demandant est-ce que avec son système, Google impose que ce soit son assistant, ou est-ce que il est possible d'en installer un autre? On a déjà la réponse, il est possible d'en installer un autre. Sur Samsung, il y avait Bixby, qui marche pas du tout, hein. J'adore Samsung, mais l'assistant, il comprenait rien, et d'ailleurs il a fallu 2 ans après avoir lancé Bixby pour que le mec il comprenne un mot en français. Donc voilà, tu vois, c'est pas tout à fait la même équipe de R&D derrière. Et donc il y a la possibilité sur Android d'en utiliser un autre. Est-ce qu'il y a la possibilité d'en utiliser 2 en même temps? Voilà, là c'est l'Europe qui va devoir définir si oui c'est suffisamment facile d'en utiliser plusieurs ou pas.
Et il demande effectivement à tous les constructeurs témoignages sur est-ce qu'ils ont subi des pressions de la part de Google pour ne mettre que Google Assistant ou pour le mettre spécifiquement en avant. Ce qui est amusant, c'est que on ne parle pas de Siri, alors que c'est quand même pas beaucoup plus facile de remplacer Siri sur iPhone. Je ne sais même pas si c'est possible sur iPhone. Je doute. Je pense que non. Mais bon, voilà, c'est Google qui fait les frais de ça pour le moment, et potentiellement, ils se pourraient prendre une amende de 10% de leur chiffre d'affaires. C'est pas ridicule, et ces dernières années, ils sont quand même déjà pris près de 8 milliards d'euros d'amende. Donc voilà. Est-ce qu'ils payent? On capitalise comme on peut, on croit pas. Oui, ils payent. Oui, ils payent. Ok, d'accord. Ok. Oui, c'est avec ça qu'on paye les vaccins. Je suis bête. On investit en Europe, on refait des routes. On a besoin d'argent. C'est juste. Ouais, effectivement. Oui, enfin, ça va encore. Enfin, c'est une histoire. Ça, là, par contre, j'ai l'impression que ça va un peu traîner quand même. Non Je sais pas. Les autres trucs, ça a été assez vite quand même. Ici, c'est assez simple. Et puis, ça dépend à quel point on a besoin d'argent tout frais. Oui, on en a peut-être beaucoup besoin maintenant. Oui, c'est peut-être ça aussi, mais je sais pas, Xavier, une petite opinion sur ce sujet-là, et si vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vas-y. J'avais pas suivi ce dossier-là en particulier, mais ça m'a fait penser quand tu as parlé à Bixby que je sors un peu du sujet, mais je me permets d'apporter parce que voilà, c'est un point qui m'avait surpris. Je m'intéressais à la dernière montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch, qui a été développée en partenariat avec Google, et en fait j'ai été très surpris d'apprendre que malgré que ce soit développé en partenariat avec Google et donc avec Wear OS, l'assistant intégré c'est Bixby. Ce n'est pas Google Assistant, qui n'est d'ailleurs pas disponible du tout. Et alors ils ont même été plus loin, puisque on est obligé d'avoir un smartphone Samsung pour pouvoir utiliser différents capteurs. Sinon, il y a plusieurs capteurs qui sont tout simplement inutiles. Donc voilà, j'ai été déçu, mais voilà, j'ai juste pensé, ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet ici, mais ça parlait d'assistance. Et ça marchait. J'y ai pensé et ça m'intéressait, et donc voilà. Il y a une demi-heure, il pleuvait dehors, ça n'a rien à voir avec le sujet non plus, mais j'avais envie de le dire. Oui, j'ai un peu mal à la cuisse, moi. Non, mais bon, Bixby, comme dit, c'est un peu, voilà, c'est pas encore terrible. Donc, ouais. Bon, affaire à suivre, comme on dit. Je pense qu'il y a que ça à dire dans ce cas-là. Affaire à suivre, affaire à suivre. L, la lettre L comme lunettes. Xavier, Facebook et Ray-Ban sortent des lunettes de réalité augmentée. On avait déjà un petit peu évoqué ce sujet, me semble-t-il, il y a quelques épisodes cet été, parce que c'est une news qui date un peu de cet été, mais ça se confirme souvent comme ça avec Facebook, ça vient un petit peu au compte-gouttes, ce type d'information. Alors, je ne sais plus si c'est des lunettes, si on avait parlé de ce sujet sur Ray-Ban et Facebook, parce qu'en fait c'est Snap qui a sorti un modèle comme ça par le passé aussi. Donc je ne sais plus est-ce qu'on avait parlé de Snap. On a parlé de Ray-Ban cet été. Donc. Et Seb voulait réagir. Oui, parce que il y a un twist dans le sujet, dans le titre et dans l'intro du coup de marque. Attention, les lunettes n'ont pas de réalité augmentée. Il y a nada MOOC. Il n'y a pas de réalité augmentée. La news, effectivement. Donc, ça fait partie de la news. Donc, ce sont des lunettes AR. Voilà. Ce sont des lunettes AR qui ont été développées en partenariat avec Facebook et Ray-Ban, qui sont donc concurrentes, comme on l'a dit, des lunettes spectacle de Snap, et qui, pour le moment, se contentent de pouvoir prendre des photos, enregistrer des vidéos, écouter de la musique, répondre à des appels téléphoniques. Tout ça grâce à 2 capteurs de 5 mégapixels qui sont embarqués, le Bluetooth et le Wi-Fi, et des petits haut-parleurs. Je me demandais à un moment s'ils allaient utiliser cette technologie qui permet d'écouter la musique via les ondes qui sont transmises à la boîte crânienne. Je sais pas si vous avez vu, il y avait des lunettes comme ça qui faisaient ça. On a parlé de ça. On a même fait le test de cet objet. Xavier suit bien. On a fait ça il y a très longtemps avec un ancien chroniqueur, avec un objet qui effectivement, ça se porte un peu comme des lunettes, mais ça vient se caler derrière les oreilles, derrière les pavillons des oreilles. C'est à conduction osseuse. Voilà. Et donc ça fait vibrer le crâne et vous avez
vous entendez aussi bien ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ces lunettes, donc il y a deux petites caméras. Elles ressemblent très fort à 2-3 modèles vraiment iconiques de la marque Ray-Ban. Elles vont permettre de stocker 500 images. On va pouvoir régler le son en tapant sur les branches, etc. Mais il n'y a effectivement pas encore de fonctionnalité de réalité augmentée, et on ne sait pas si ça va finalement être le cas ou pas. Donc il y a peut-être des mises à jour qui vont apporter des améliorations, mais pour le moment ce n'est pas le cas. C'est fourni avec un boîtier de charge un petit peu comme les AirPods. Donc il y aurait une autonomie de 6 heures, et le prix va varier entre 299 et 379 $ selon le type de monture et de verre qui seront utilisés, avec un lancement dans un premier temps aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et en Australie. Donc pas chez nous pour commencer. De toute façon, il n'y a pas de soleil chez nous. Parce que ce sont des lunettes de soleil, il faut le dire quand même. Hein. C'est pas des lunettes de vue, quoi. Donc, je me rappelle qu'on s'était posé la question d'ailleurs, et la question reste posée. Si vous, de votre côté, vous avez des informations sur le sujet, n'hésitez pas à partager ces informations avec l'ensemble des auditeurs et avec nous, de savoir s'il est possible d'avoir des lunettes, peut-être de marque Ray-Ban, peu m'importe, mais des lunettes de vue équipées de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'aiderait bien moi, c'est très bien Xavier. Ça aidera certainement dans le futur notre ami Sébastien, il en aura besoin un jour, comme tout le monde. Donc voilà, non, c'est vrai, c'est ça, c'est important, parce que moi, quelque part, des lunettes de soleil ou des lunettes comme celle-là, sans qu'elles soient correctrices, ça ne va pas. Je vais certainement entendre très très bien des podcasts dans les branches des oreilles, mais je ne vais plus rien voir. Alors, bonne nouvelle. Oui. Tu peux mettre des verres à correction sur les lunettes. Bing. Voilà. C'est gagné. Ça, c'est fait. Merci. Sur ordonnance uniquement. Par contre, effectivement, tu n'y verras jamais rien sur tes lunettes, en plus de ce que tu vois en réalité réelle, hein, tu vois, triple réalité. Parce que effectivement, on ne projette rien sur, il y a pas de d'ailleurs dessus, c'est juste entre guillemets, hein, audio, vidéo, et le fait de pouvoir faire des photos et des vidéos. Ça pose un problème quand même. Cette histoire de photo me pose quand même un petit souci, parce que c'est une spycam, quoi. C'est une... Oui, mais laisse-moi finir. Ah, bah, excuse-moi. tu spoil. Je me tais. Ils ont prévu une petite LED devant, rouge, qui effectivement va s'allumer à partir du moment où tu seras en train de filmer, donc pour pouvoir confirmer à celui en face de toi que tu es en train d'enregistrer la conversation. Comme sur les qu'on pourra désactiver dans certains pays. Oui, c'est ça. Qu'on pourra hacker pour le désactiver. Comme la petite qui se trouve à côté de la webcam, hein, c'est pareil. Le principe, c'est... Voilà. En tout cas, ils ont prévu, tu peux pas dire que c'est juste pour espionner. Ça, c'est effectivement dans le truc. Voilà. Moi, perso, je suis acheteur. Hein, oui. Pas que pour le soleil. Oui. Pour le plaisir de la tête du gadget, quoi. Ben, non, alors je vais t'expliquer. Oui, pour le plaisir du gadget, et pas que, mais alors je suis acheteur, mais malheureusement, le truc ne permet pas aujourd'hui de faire un enregistrement 24/24. Et je t'explique pourquoi. Ça dépend on a tous une mémoire qui est un peu différente. Par exemple, je te demande le nom de la rue à côté de chez toi. En principe, tu la connais. Oui. En principe. Oui, ça fait presque 10 ans que j'habite dans cette rue-ci. Quand quelqu'un s'arrête et me demande le nom de la rue à côté, je ne la connais pas. Parce que, tu vois, nos mémoires sont différentes. Google. Moi, c'est un peu ça. J'ai une mémoire uniquement photographique. Et donc, par contre, pour le reste, c'est 0-0. Seulement la mémoire photographique, tu as une certaine capacité. Et puis à un moment, tu te dis, oui, ok, tu ne sais pas tout enregistrer. Et donc, je suis très content parfois de pouvoir retourner sur des photos ou sur des moments en disant, ok, ça c'est... l'info était là visuellement. Mais je ne vais pas retenir le chiffre au truc. Moi, je te vois mal, si quelqu'un te pose la question, de dire, tiens, c'est quoi le nom de la rue à côté? De dire, attendez. Putain, je vais regarder la vidéo. Je vais regarder les vidéos, j'ai des logs. Oui, mais j'y suis passé il y a 3 semaines, je vais retrouver ça facilement, ça ne va me prendre qu'une heure, ne vous inquiétez pas. Ah, mais ça, de nouveau, c'est une question de comment ton cerveau fonctionne. Moi, effectivement, je pourrais te le retrouver assez facilement, parce que tu fais des liaisons entre des associations d'idées, et si tu me dis effectivement, cette rue-là, je la connais pas, par contre, c'est la rue avec tel ou tel magasin, pas de problème, je sais où c'est. Donc c'est uniquement visuel. Ceci étant dit, vous êtes tous les deux développeurs, vous
pisser des lignes de code souvent à longueur de journée, etc. Est-ce que ça pourrait pas aussi avoir son intérêt quelque part, au-delà d'avoir des lunettes pour la vue ou tu vois, anti-lumière bleue, etc. ou quoi que ce soit pour se protéger un peu les yeux des rayonnements des écrans, d'avoir en plus cette espèce de log effectivement de ce que vous avez codé. Tiens, ça marchait ce matin. Pourquoi? Quoi qu'est-ce? Je retourne. Non, parce qu'on a des tools pour ça qui donnent l'historique du code. Ça, ouais. Ok. Oui, ça va. Donc ça non. Moi, c'est vraiment la vie dans la vie de tous les jours. Je serais parfois content où tu sais que tu vas passer une journée spéciale, tu vas genre mariage ou autre. T'as pas envie de sortir la caméra toutes les 2 secondes ou le GSM, tu te laisses dans ta poche, tu sais que tu peux filmer le truc. Si tout le monde est au courant. Ma foi, pourquoi pas. Donc ce genre de truc, il y avait des bitonios qui existaient qu'on pouvait accrocher soit à une poche et qui faisaient des photos toutes les X secondes sur ta journée. Ici, je pense pas que tu puisses malheureusement faire une vidéo toute ta journée pour enregistrer l'événement, donc c'est encore un peu trop tôt. Alors malgré l'explication avec la petite lettre rouge, etc., je trouve ça quand même intrusif. Très franchement, je me méfierais d'un porteur de lunettes Ray-Ban. Mais ça va être bien pour les gens qui veulent raconter une story ou, tu vois, les gens, par exemple, je sais pas, moi j'imagine quelqu'un qui est à son mariage et qui veut filmer comment il regarde son épouse et avoir un souvenir comme ça, ça peut être sympa. Mais non, moi je trouve ça un gadget, mais il y a des vision à la cas première où ça peut être personne. sympa, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, t'as une vision à la première personne tout en n'influençant pas trop la personne en face de toi, parce que les lunettes c'est discret, éventuellement t'as ta petite LED, mais c'est plus ou moins tout. T'as pas une grosse GoPro sur la tête ou un machin et qui est en train, t'es pas en train de comment dire, d'influencer la personne en face de toi. C'est discret. Oui, mais c'est peut-être trop discret pour le coup. Mais c'est un avis personnel. On va demander l'avis de nos auditeurs, évidemment. Si vous, qui nous écoutez ou nous regardez, avez une opinion sur le sujet, n'hésitez pas à venir commenter sur lestechno.be en commentaire de l'article de cet épisode 318 ou sur notre chaîne YouTube en commentaire également. Voilà, il y a débat sur la question de savoir si c'est trop intrusif, ou pas intrusif, ou juste pratique. Moi, je trouve ça pratique, clairement, mais intrusif. Mais t'es plus sur les bas que sur les jartelles, alors? Si tu dis il y a des bas. Non? La saison est bien partie. Ouais. La lettre M comme Mastercard. Mastercard, pour vous expliquer ce que c'est Mastercard, qui a encore fait une acquisition d'importance. C'est de ça dont il s'agit. Je ne sais pas qui traite ce sujet, par contre. C'est moi. Ils ont acheté 2 Big Mac et 3% de frites. Mais bon, avec la Mastercard. Et ça s'est bien passé. La carte est passée. Les mecs étaient contents. D'accord. Voilà. Et donc Mastercard, pour venir à nos petits amis, c'était des grands opposants à la crypto au début. Et puis au fur et à mesure que la crypto commençait à prendre de grands marchés et commençait à faire un peu de paiement, Mastercard a un petit peu changé son fusil d'épaule. Il commençait à dire non, peut-être que c'est pas mal, on va investir, on va faire un peu de R&D. Au fur et à mesure des années, il dit bon, en fait, en plus de la R&D, on va acheter des sociétés. Et effectivement, ils viennent encore d'en acheter une. Ils n'ont pas donné le montant, mais c'est probablement pas gratuit, certainement pas gratuit. Et la boîte, on la connaît peu, mais elle s'appelle CipherTrace. Ouais, un truc comme ça. Donc la boîte est spécialisée en traçage des transactions. Donc en fait, ils sont capables de faire du forensic sur plus de 900 cryptos pour savoir effectivement, t'as acheté un Bitcoin, d'où il vient. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Il a été dans les mains de qui? Et donc pour essayer de retrouver effectivement toutes les traces des paiements. Et l'intérêt de Mastercard derrière, c'est de pouvoir effectivement avoir la technologie et aussi les personnes qui sont capables de faire ça derrière pour pouvoir inévitablement, enfin en tout cas probablement, vu que les investissements sont importants, investir et proposer des services à son tour en crypto-monnaie avec une certaine sécurité. On en revient toujours au problème de la SEC et du renforcement au niveau des États-Unis sur tout ce qui est réglementation sur les cryptos. Mastercard, avec cette acquisition, se met un petit peu à l'abri en se disant voilà, nous on va pouvoir faire des choses qui vont être vraiment traçables, y compris sur des cryptos qui le sont un petit peu moins, parce que les gars sont quand même extrêmement pointus.
Ce qui va à contre-courant de ce qu'on dit souvent par rapport aux crypto-monnaies, comme quoi justement ce ne serait pas, comme c'est décentralisé, il n'y a pas de traçabilité, etc. Souvent on critique aussi les cryptos en disant c'est un moyen de blanchir de l'argent puisque c'est pas traçable. Donc ça va un petit peu cette logique-là à contre-courant de ce qu'on a l'habitude d'entendre aussi, non ? Oui, mais là je suis pas d'accord avec le discours. La crypto n'est pas faite, certaines le sont pour anonymiser effectivement des flux, mais la crypto de base n'est pas faite pour être anonyme. La crypto est faite pour être décentralisée, effectivement totalement libre de toute influence, pouvoir, etc. C'est principe. Donc c'est chacun peut confirmer et regarder ce qui s'est passé. Est-ce que tu sais qui est derrière avec le nom ? Non, mais tu sais, en tout cas les bitcoins, tu connais tous les transferts et toutes les transactions, et c'est pour ça qu'il y a des échanges, enfin pas des échanges, mais des sites qui avaient été mis en place spécifiquement pour le Bitcoin, où tu mettais un Bitcoin et ils mélangeaient tout le truc et ils le redistribuaient avec toutes les personnes qui avaient aussi, donc ils faisaient des pots communs pour justement essayer d'anonymiser dans des transactions plus irrégulières. Mais c'est pas... Ouais. Essayer de faire du bruit autour des transactions pour finalement dans le bruit tu disparais quoi. C'est un peu ça. C'est parce qu'en fait toutes les transactions sont liées à un portefeuille qui a une adresse qui est toujours la même, et donc tant que tu utilises le même portefeuille, on peut retracer, et si on sait quel portefeuille tu as utilisé pour une transaction précise où on a pu t'identifier, on peut du coup voir tout le reste. Donc, en mélangeant tout ça, on ne sait plus quel Bitcoin appartient à qui et quel portefeuille est utilisé quoi pour faire quoi. Ok, donc c'est l'idée. Bon, voilà. Mais il y a des cryptos qui sont vraiment spécialisés pour enlever toutes les traces, mais dans l'ensemble, le truc est traçable sans problème. Mais voilà, ici c'est quand même une belle acquisition. Voilà, on en a pas spécialement parlé, mais je trouvais ça assez sympathique de voir que de gros acteurs continuent à mettre de gros sous. C'est ça aussi les technos, pour ceux qui nous écoutent régulièrement ou pas régulièrement, ce sont des informations, c'est mes petits camarades qui vont les épingler, je ne leur dis pas quoi faire. On fait une veille ensemble, tous ensemble, une veille technologique et web tout au long de la semaine, que l'on partage entre nous d'ailleurs, et que l'on partage avec vous depuis le début de cette saison également, puisque si vous êtes abonné à notre compte Twitter ou à notre groupe, on a un groupe Facebook, on a une page Facebook, mais il y a aussi un groupe Facebook. Si vous êtes abonné à ce groupe Facebook, vous pourrez assister à nos échanges, enfin en tout cas voir les liens que nous partageons entre nous, pas encore nos rédactions, ça il faudra encore écouter le podcast pour avoir nos réactions, mais en tout cas voir vers quoi on va, et peut-être que les sujets que l'on partage sur nos réseaux sociaux, peut-être qu'on s'en fait l'écho plus tard dans un épisode. C'est pas toujours le cas parce qu'on partage beaucoup de choses, mais voilà, c'était ça un petit peu ma petite parenthèse pour rappeler que les réseaux sociaux, les technos, ils sont aussi. Seb. Tu sais jouer de la guitare ? Parce que si on fait les soirées veille et tout autour du feu, c'est toi la guitare ? J'attends que Mickaël soit de retour. Mickaël. Moi je peux. La lettre P comme ProtonMail. ProtonMail, fournisseur... ProtonMail et va-t'en. Ah non, c'est pas ça. Oh là là. Mon Dieu. ProtonMail, donc fournisseur suisse d'adresse mail, service mail suisse, qui et ça a fait du bruit cette semaine parce que ils ont un petit peu ouvert les portes à la police. Xavier. Mais on va juste rappeler, ProtonMail, c'est un système de messagerie qui s'est fait connaître justement parce qu'il se vend comme étant vraiment une des messageries qui va le mieux protéger vos données privées, votre anonymat et respecter toutes vos données sensibles. Ils ont et ça a fait du bruit. Petite parenthèse, ils ont aussi un service VPN depuis quelques temps maintenant. Fin de la parenthèse. Qui est d'ailleurs partiellement gratuit et qui est pas mal. Donc ça a fait du bruit en fait le 5 septembre dernier parce que il y a un site qui s'appelle Secours Rouge qui a publié un article qui explique que plusieurs militants et militantes françaises
du collectif Yours for Climate ont fait l'objet d'une surveillance en France par les autorités, et la police a envoyé à Europol une demande d'information à Proton Mail pour connaître la boîte mail utilisée par le collectif, et l'entreprise a transmis aux autorités suisses qui ont validé la demande, donc qui ont donné cette autorisation, l'adresse IP des comptes qui sont concernés et donc qui étaient en lien avec cette boîte mail. Alors ça a fait un gros scandale, puisque normalement Proton Mail n'est pas censé enregistrer ses adresses IP, et donc il est marqué normalement que par défaut on n'enregistre aucune métadonnée telle que l'adresse IP qui est utilisée pour se connecter à son compte. Alors la question, et ce qui a fait débat, c'est comment alors est-ce que les IP des militants ont pu être transmises à la justice. Et en fait, toute la subtilité, c'est que maintenant ils disent que c'est par défaut. Et donc la firme a expliqué que s'ils reçoivent un ordre juridique concernant un compte spécifique, alors ils sont obligés de les surveiller. Et donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent, dans ce cas-là, modifier ou adapter. Alors, on connaît pas tout le fin fond technique, mais ils peuvent modifier et adapter les données pour finalement mettre en place cette surveillance pour respecter les injonctions qui leur sont transmises. Et donc, ça fait un gros débat, puisque finalement, des services qui se veulent comme étant les plus sécurisés à ce niveau-là, finalement, se plient à la moindre demande de la justice. Et donc, on se demande, le débat qui est derrière ça aussi, c'est que ça peut être valable pour tout. Ça peut être pour les emails, ça peut être pour votre messagerie, les SMS, la téléphonie, est-ce qu'on est écouté. En gros, n'importe quel fournisseur de services maintenant, même s'il dit qu'il protège vos données, est susceptible, et ça peut se comprendre, mais ça fait débat malgré tout, de transmettre quand même des informations à la justice. Et donc, il faut voir, quand on dit qu'il y a un chiffrement de bout en bout, par exemple, dans des applications comme WhatsApp, oui, il y a un chiffrement de bout en bout, mais dans certains cas, on peut désactiver ce chiffrement et le faire passer par les serveurs pour quand même intercepter les communications. À la demande de la justice, on le suppose en tout cas, d'un juge, avec... voilà. Sébastien, peut-être une réaction. Thierry, si tu nous écoutes, tu nous dois des tablettes de chocolat. On est tous fâchés. Thierry, c'est un de nos chroniqueurs suisses qui a lui-même partagé l'information, hein, je tiens à le souligner, parce qu'il n'est pas en reste non plus pour critiquer ce qui se passe dans son pays. On ferait la même chose probablement, mais voilà, c'est vrai que l'image de Proton Mail est quand même fort écornée. Sur le coup, c'est très particulier, quoi. Mais ils ont pas le choix, hein. C'est ça où ils ferment boutique, hein, où ils sont changés de. Donc ils ont pas le choix, ils doivent collaborer. La police leur demande quelque chose, la police suisse en l'occurrence, puisque ça a été transmis à la police suisse, c'est pas la police française qui a été directement chez Proton Mail, rappelons-le. Donc c'est la police suisse qui demande quelque chose à une entreprise suisse, et ils doivent montrer patte blanche, et donc ils ont pas le choix, effectivement. Alors, le choix. Oui et non. Je me demande à quel point, d'un point de vue purement technologique, on pourrait pas faire en sorte, en tant que développeur de solutions, de ne pas avoir le moyen d'enregistrer ce genre d'informations. Donc, je pense que techniquement, il doit être possible de mettre en place des outils qui empêcherait complètement de fournir ce genre d'informations. Il faudrait voir si la législation suisse l'autorise. Ça, c'est le problème. Un autre point. Oui. Parce que la législation européenne impose effectivement une surveillance possible au niveau des télécoms. Avant, quand tu prenais ton petit téléphone et que tu les décrochais, il y avait la petite madame qui prenait le fil et qui le mettait dans l'autre. Elle pouvait écouter. À partir du moment où la petite madame a été licenciée parce que les petits fils se mettaient tout seuls, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait écouter, jusqu'à ce qu'on passe effectivement sur des technos full web. Et l'Europe a déjà demandé à tous les opérateurs un petit fil pour pouvoir écouter. Donc voilà, le téléphone n'a jamais été privé.
Non, mais les écoutes téléphoniques, c'était quelque chose de très réglementé et de très codifié chez nous, en France, dans tous les pays. En France, en Belgique aussi, mais très honnêtement, moi je me rappelle, j'ai travaillé dans une boîte qui vendait du matériel audio professionnel, et dans la gamme des produits qu'il y avait un enregistreur, ce qu'on appelle un logger, mais audio, dont on se sert essentiellement pour enregistrer des conférences et des choses comme ça, qui avait une option avec des entrées 600 ohms. Et il faut se souvenir que la téléphonie est en 600 ohms. Et bien, systématiquement, ce matériel, si on passait commande à notre fournisseur de ce type de matériel, il était bloqué aux douanes et il fallait montrer patte blanche et expliquer pourquoi on avait commandé du matériel qui était susceptible de pouvoir faire de l'écoute téléphonique, en tout cas de pouvoir faire de l'enregistrement d'écoute téléphonique. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même, il y a des règles, il y a une législation. Après, est-ce qu'elle est respectée ou pas, ça c'est pas mon débat, mais il y a des règles, en tout cas, elles existent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais les règles sont différentes en Suisse parce que eux ne répondent pas directement à l'Europe. On est bien d'accord. Un truc à rajouter, Xavier, ou pas ? Non, pas là. Ok. La lettre S comme smartphone, c'est de nouveau Xavier qui va prendre la parole pour parler de smartphones qui vont vivre vieux, mais pas partout. Mais en Europe, mais pas partout. Xavier. Voilà, en fait, l'Union européenne essaye de lutter un peu contre l'obsolescence programmée. Elle va imposer un suivi logiciel et matériel des smartphones Android, iOS principalement, mais d'autres constructeurs. Donc, les constructeurs vont devoir offrir des mises à jour de sécurité, mais ils espèrent évidemment bien plus que ça, et assurer la fourniture de pièces de rechange pendant 5 ans. Et c'est 6 pour les tablettes. Mais l'Allemagne, elle, veut aller plus loin. Elle voudrait imposer 7 ans pour ces 2 points, et ce qui n'est évidemment pas pour faire plaisir aux constructeurs qui le font savoir. Alors, ce qui fait débat, c'est que donc l'Union européenne voudrait notamment que le prix des pièces de rechange reste raisonnable et soit livrable dans un délai de 5 jours ouvrables pour éviter que ces pratiques qui seraient de prolonger les délais incitent les gens à remplacer leur équipement. Donc tout ça c'est bien joli, mais les constructeurs, eux, ils essayent de se défendre en disant, mais par exemple, c'est l'association Digital Europe qui représente Samsung, Huawei et Apple qui dit ça, qui dit qu'en fait, pour des écrans ou des batteries qui tombent plus fréquemment en panne, on peut le comprendre, mais le reste ne tombe pas très souvent en panne. Alors là, je suis un petit peu déjà sceptique parce que combien de personnes n'ont pas déjà eu, par exemple, simplement le port USB ou un bouton de volume ou autre qui cassait, et donc se limiter aux écrans et aux batteries, je trouve ça un petit peu facile. La Commission exige aussi, par exemple, en matière de durée de vie des batteries, que la durée de vie des batteries soit augmentée, parce que aujourd'hui, ils demandent que la capacité des batteries reste de 80% après 1000 cycles de recharge. On sait tous que les batteries ont un effet mémoire et donc l'autonomie diminue fortement, et l'organisme qui défend Samsung, Huawei et Apple, eux, veulent faire passer ce seuil à 800 cycles. Alors, je pense, moi de mon côté, donc je trouve ça déjà très bien que l'Allemagne veuille imposer ça, mais en même temps, sur des produits qui sont hautement technologiques et qui restent aujourd'hui, on sait tous que la durée de vie moyenne d'un smartphone chez les gens, simplement parce qu'ils veulent changer, parce qu'il y a des nouveautés, c'est en moyenne de 2 ans, peut-être un petit peu plus. Donc 7 ans, c'est vraiment beaucoup, même si c'est très bien sur le fond. Il y a aussi un risque, je pense, que les constructeurs se limitent à des mises à jour vraiment minimes, c'est-à-dire que ils vont appliquer un petit patch de sécurité pour dire qu'ils ont fait quelque chose, pour qu'on puisse pas le reprocher, et puis si ça fait pas beaucoup plus de bruit, ils s'arrêteront à ça, quoi. Bon, c'est pas parce que le smartphone est capable de vivre 7 ans que pour autant tu dois le garder pendant 7 ans. Tu peux le revendre à une personne qui sera peut-être très content d'avoir un smartphone qui fut un flagship il y a 3 ans et qui va le payer beaucoup moins cher parce que tu vas lui vendre d'occasion et qui va encore le garder pendant 4 ans. Il a la certitude qu'il va continuer à fonctionner les 4 années qui restent. C'est un argument pour un marché de seconde main, clairement. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien sur ce coup-là. Je trouve ça plutôt pas mal, moi.
Moi, je trouve ça vraiment bien, et même si on se base sur les éléments de base, si on peut le dire, c'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible sur tous les smartphones. Tu prends, ma compagne avait un Motorola, l'écran a été complètement explosé, parce que, voilà, je la salue si elle nous écoute, mais c'est vrai que les téléphones ont vraiment la vie dure. Pas moyen de trouver un écran de remplacement, alors que le reste du téléphone, il était encore assez récent, était nickel, et j'aurais bien passé la soirée à remplacer l'écran s'il fallait pour garder le truc. Donc déjà ça, c'est le truc le plus important pour le consommateur, hein. L'écran pété, la batterie pétée. Pour le reste, c'est assez rare. C'est vrai que le câble de charge éventuellement, mais t'as plein de téléphones qui se chargent en sans fil. C'est pas le plus important. Alors, la solution pourrait être ce téléphone dont on évoque l'existence régulièrement. On l'avait même comparé, on avait osé faire ça. On l'avait même comparé à l'iPhone, c'est le Fairphone. Sauf que, alors avec un argument qui est de dire, c'est un téléphone qui est increvable parce que vous pouvez remplacer, comme tu le disais, l'écran, enfin pièce par pièce, c'est un puzzle, et vous pouvez remplacer les pièces si elles sont cassées, l'upgrader peut-être éventuellement dans une vie future. Sauf que c'est une news qui est tombée cette semaine aussi. J'y vais aussi de ma petite news. Vous voyez, c'est que les ventes du Fairphone 3 sont interrompues. Voilà. Bon, ils vont quand même continuer à assurer la maintenance, mais ils arrêtent de le vendre, ce qui est quand même un petit paradoxe quand même. Donc tout le monde reste un petit peu si j'ose dire, devant cette annonce, en se demandant mais il va y avoir quoi ? Il y a déjà un Fairphone 3 Plus, ce qu'il va y avoir un Fairphone 4 et dans quelles conditions, etc. Donc voilà, c'est tout ça pour dire, je ne vais pas creuser plus cette info-là, mais tout ça pour dire que c'est quand même très compliqué aujourd'hui, parce qu'on est quand même sur des hautes technologies, comme tu le disais Xavier, de maintenir un outil technologique, un tel condensé de technologie à jour sur une durée quand même relativement longue. 7 ans, ce serait bien si c'était le cas, mais c'est quand même un peu long, non ? Enfin, je sais pas. C'est long, mais en même temps, ils ont les OS comme Android maintenant sont fait en sorte de plus en plus que les mises à jour puissent toucher juste des couches à un certain niveau de l'operating system, justement pour que les surcouches des développeurs ne soient pas impactées, etc. Et donc il y a un travail commun qui va être fait aussi, et fournir des mises à jour, ne serait-ce que de sécurité. Je trouve ça bien. Effectivement, aujourd'hui on sait que Google a annoncé qu'ils allaient complètement bloquer, donc empêcher carrément la connexion de smartphones qui sont avec Android, je crois que c'est 2.3.7, Android 2.3.7 vont être complètement bloqués, donc on pourra plus du tout les utiliser en mode connecté parce qu'ils n'assurent plus la sécurité. Ouais. Et voilà, si effectivement des gens qui utiliseraient encore ces smartphones-là seraient bien contents d'avoir encore une mise à jour, peut-être pas de fonctionnalité, mais juste de sécurité, voilà. Ouais, désolé, mais là tu pousses en année, parce que l'Android 2, c'est des téléphones qu'on avait il y a 10 ans, hein, réellement. Oui, donc, 10 ans, on est largement au-dessus des 7 ans. Que le truc soit interrompu après 10 ans, ouais, je vais pas jeter la pierre à Google là-dessus. Non, c'était juste un exemple, mais en tout cas la démarche est très simple. Faire des mises à jour simplement sécurité pour des grands comptes comme ça qui travaillent en commun. Finalement, il y a deux grands OS, il y a iOS et Android. Je pense que ça doit être faisable avec la volonté des iOS, si je dis pas de bêtises, ils promettent, alors ils comptent pas en termes d'années, mais plutôt en termes de génération d'OS, donc d'iOS. Mais si on calcule un petit peu, ça fait 5 ans de mise à jour garantie sur un appareil. C'est-à-dire que iOS, les nouvelles versions d'iOS, vous achetez votre appareil aujourd'hui, dans 5 ans, vous aurez encore accès aux nouvelles versions de l'OS d'Apple. Donc voilà, il reste 2 ans à rajouter. Voir s'ils vont aller jusque-là, ou s'ils vont proposer un système de patch ou de garantie de sécurité, voilà, c'est à voir aussi. Autre parenthèse, et puis je te rends la parole, Sébastien, c'est est-ce que du coup, ça ne va pas fermer la porte à tous ces appareils d'entrée de gamme entre 200-300 euros, qui sont du coup moins solides aussi, moins évolués, des fois avec des générations Android déjà un peu dépassées, hein, on a déjà vu ça sur ces appareils-là, c'est déjà des générations un peu dépassées. Est-ce qu'ils sont pas déjà vendus avec 3 ans de vie virtuelle en moins, quoi? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Seb.
Alors, ouais, je vais te répondre assez facilement là-dessus. Aujourd'hui, on s'en fout. Ah, tu vas dire, merci, ça y est. Voilà. On verra dans 5 ans. On verra dans 5 ans, c'est bon. Ouais, c'est presque ça. Pourquoi il y a un célèbre politicien belge que je ne citerai pas, mais que j'appréciais fortement là-dessus, m'a sorti un jour. Voilà, effectivement, on discute parfois avec un politicien, rien de mal, c'est des gens gentils, vous croyez. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Oui, monsieur était très gentil, très néerlandophone, mais très gentil. Que en fait, le pire, c'est de ne pas décider. Il vaut mieux une mauvaise décision ou une bonne décision, politiquement parlant, que de ne pas décider. Et aujourd'hui, effectivement, si t'as pas réellement de réglementation, les marchés font ce qu'ils veulent. Après, si tu dis tu dois tenir 7 ans ou tu dis on s'en fout, tu tiens 3 mois si tu veux, mais que t'as quelque chose de clair sur le marché, maintenant on dit c'est 7 ans, probablement que c'est trop. Je suis d'accord avec toi, 7 ans c'est probablement difficile à tenir pour certains constructeurs et ça a probablement peu d'intérêt. Rien n'empêche d'amender la loi. Mais au moins, tu as une base pour discuter. Il y a un truc qui est sorti, et maintenant, on voudrait 7 ans. Et je pense que l'Allemagne, pour ça, est en général assez en avance d'un point de vue écologique, et à tort et à raison sur certains points. Hein, ils essayent. Vu les déchets que cette industrie génère, ça vaut la peine de s'y intéresser. Oui, c'est ce que je disais, et surtout quand on pense, et je reviens là-dessus, et ce sera peut-être une conclusion, quand on vient sur le marché de la seconde main, et qui donc, du coup, va peut-être là déforcer c'est parce que tu n'en montres qu'une à l'écran. Oui, c'est parce que voilà. Là, ça va déforcer le marché de l'entrée de gamme quelque part, parce qu'il y aura plus de raison d'avoir des smartphones entre guillemets bon marché, puisqu'il y aura un mouvement de smartphones de bonne qualité, ayant déjà un peu vécu, mais à un tarif plus intéressant. Donc, mais les boîtes feront faillite et puis c'est tout. Et ils en ouvriront une autre. Et puis voilà. Et puis c'est tout, effectivement. Bon, mais en tout cas, mes amitiés à... Bah non, il est décédé, Wilfried. C'était Wilfried? Non? C'était pas Wilfried. Non, c'est pas Wilfried. Ah, c'était pas Wilfried. D'accord. Ok. C'était Jean-Luc? C'est pas Jean-Luc. Non, c'est pas Jean-Luc. Ça, c'est pas Jean-Luc. Allez. Merci. T comme Twitter. On va parler de Twitter, mais je ne sais pas pourquoi on va parler de Twitter parce que j'ai pas ma conduite sous les yeux. On va parler de Twitter. On va encore parler de Bitcoin dans cet épisode, puisqu'il sera bientôt, enfin c'est déjà le cas au Canada et aux États-Unis si je ne dis pas de bêtises, de donner des pourboires aux tweetos, donc via la plateforme Twitter. C'est qui en parle? C'est qui? C'est Bibi. Ah, c'est le nouveau Seb. Seb. Ouais. Donc quoi qu'il comment qu'est-ce quoi? Twitter, Jack Dorsey, grand fan du Bitcoin, grand défenseur, et qui n'est pas comme notre cher ami Elon. Il ne fait pas du pump and dump, il fait pas des annonces, il travaille gentiment, il essaye de construire quelque chose. C'est vraiment un fan des premières heures. Et donc, en plus d'être le CEO de Twitter, il est aussi dans Square, truc de paiement qu'on connaît assez peu finalement en Europe, alors que un truc est très très connu aux États-Unis. Et qui avait annoncé il y a quelques mois qu'il travaillait sur un wallet pour pouvoir aider les gens à mettre leur petite crypto dans un petit wallet. Et donc le dernier truc en lice, ce serait, et apparemment ce serait pour bientôt, le fait de pouvoir sur un compte Twitter avec un seul petit clic filer de la thune au mec que tu follow, et ce sera pas juste des euros, des dollars ou que sais-je. Non, la boîte à pourboire, ce serait effectivement, entre autres, avec du Bitcoin. Et donc, voilà, c'est ce qui est intéressant dans le truc, c'est pas juste qu'un mec met du Bitcoin sur un site. Il y a déjà des trucs qui existent, il y a déjà des possibilités. C'est que on est quand même en train de marier deux trucs majeurs. Twitter, on aime ou on n'aime pas, mais ça a quand même révolutionné une partie de la vie digitale, hein, parce que c'est ce truc de 140 caractères, ça a quand même fait son buzz pendant de longues années, et ça a quand même
permis à pas mal de gens de pouvoir s'exprimer sans devoir écrire de longues tartines. Avant, Bien c'était sûr. le gros blog qui tâche. Et donc, le mec a réellement révolutionné quelque chose. Et allier le Bitcoin à ça, c'est un mariage intéressant dans le sens où, du coup, ça va être un des premiers gros réseaux sociaux qui va vraiment s'allier avec une crypto dans ce sens-là. Évidemment, on parle toujours de Facebook derrière avec sa monnaie, mais c'est pas la même chose. Eux, ils font leur truc dans leur coin. Et ici, Jack Dorsey, c'est on adopte le Bitcoin et on pourra faire des pourboires en Bitcoin. Donc, à partir du moment où ce sera réellement annoncé, je pense que ça peut être très intéressant parce que effectivement, même s'il y a beaucoup de gens qui publient des trucs et qui pourraient recevoir d'une manière ou d'une autre ou monétiser leur contenu, le fait que ce soit géré pour eux par un grand réseau social derrière, ça peut aider, quoi. Oui, c'est pas faux. Effectivement. J'en profite juste pour rappeler que, comme tu disais, déposer des petits pourboires sur un site internet quand on en a envie, etc., ça se fait très bien avec Brave, qui est un petit peu notre... Une crypto aussi. Oui, tout à fait. Mon navigateur favori depuis même pas mal de temps maintenant, et sur lequel nous sommes bien installés. Et quand vous venez sur notre site, il y a un petit triangle rouge en face de l'adresse web. Et quand vous êtes vous aussi utilisateur de Brave, vous le voyez, vous cliquez dessus, vous pouvez faire un petit don. Et je remercie ceux qui nous font régulièrement des petits dons en BAT. Hein, c'est la monnaie utilisée, la crypto-monnaie utilisée dans ce cadre-là, oui. qui nous permet d'avoir comme ça un petit peu de sous en réserve au cas où. Alors, pas beaucoup de sous. C'est pour s'acheter un Mars. Hein. Mais il faut pas confondre le BAT et le BAT. Non. Que le BAT, c'est le BAT de Brave. Le BHT, c'est la Thaïlande. Oui, David, si tu nous écoutes... J'ai parlé de crypto-monnaie. Donc, oui. Peu CryptoBat. De CryptoBat. Allez, je vous montre vite fait. Comment ça se passe. Voilà. Ici, vous avez le petit triangle et vous pouvez déposer des sous éventuellement avec un montant en BAT, avec tout ce qui va bien. Ici, je suis pas connecté, donc ça ne va pas beaucoup plus loin que ça, mais vous avez cette possibilité donc d'envoyer des BAT et ça marche aussi sur Twitter, ça marche aussi sur YouTube, si je dis pas de bêtises, Xavier. Ça marche un peu partout, de plus en plus. D'ailleurs, ça a été intégré dès le moment, évidemment, où vous naviguez avec Brave, qui également nous rétribue un tout petit peu pour notre travail, mais c'est pas le but de ce qu'on fait là, c'est juste pour arrondir un peu les fins de mois comme on dit et payer les hébergements. Enfin, c'est tout. Tu veux un Mars. Voilà. Maintenant je veux un Mars, parce que j'en peux plus. Voilà, donc. Chez nous on disait une petite et un Mars. Oui. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais là, non. Est-ce qu'on a tout dit sur ce sujet, Twitter? Oui. Ouais. C'est donc la conclusion de cet épisode 318, mes petits amis. On rappelle évidemment que vous pouvez vous connecter à nos réseaux sociaux. Je vous le disais, on partage notre veille sur les réseaux sociaux, donc c'est pas uniquement pour vous indiquer quand un nouvel épisode ou un hors-série est publié, c'est aussi pour partager avec vous ce que l'on voit, nous, dans nos flux et lors de notre veille sur les sites d'information habituels, enfin nos sites d'information habituels, ceux que vous n'avez peut-être pas vus. Merci en tout cas tous les deux, merci Sébastien, merci à Xavier. On va se retrouver évidemment très prochainement pour un bonus d'abord, et puis pour l'épisode suivant et aussi, le 319, là ce sera avec d'autres chroniqueurs, et le bonus s'en vient d'ici quelques heures, peut-être pour vous quelques jours si vous êtes vraiment au taquet, ou il est peut-être déjà là. Je le signale au passage, vous pouvez consommer nos bonus et nos épisodes de manière tout à fait désordonnée, vous pouvez même retourner dans nos archives si vous le voulez, vous êtes les bienvenus aussi. Merci à tous les deux. Merci. Bonne soirée. Avec... Bonne nuit. Et oui, et quoi je voulais rajouter un truc, mais c'est trop tard.